de Davos. Tu me vois là, Boris, t'es parti? Oui, je te vois, je suis toujours là. Voilà. Avec le forum de Davos, ensuite avec les restrictions le 13 janvier par Buzyn. Tu vois, tout ça, donc on sent bien que tout ça, c'est vraiment le plan un plan mondialiste, effectivement, pour foutre l'économie en l'air et puis mettre des bâtons dans les roues à cette croissance américaine qui est très, très florissante. Parce que ça s'est jamais vu qu'un président dont le pays dont les indicateurs sont ouverts est battu. Et ils ont vraiment tout fait pour. Et puis ça serait effectivement et c'est pour ça que c'est allé si vite. Parce que c'est le président de Tesla, là, comment il s'appelle, Elon Musk, ouais, qui tout à coup a dit, il a lancé comme ça par hasard l'histoire de la chloroquine. Le lendemain, un conseiller de la fac de médecine de Stanford a dit oui, effectivement, Raoult travaille dessus, ça fait bien, c'est un super médicament. Et c'est pour ça que le lendemain, en conférence de presse, Trump enquille et dit on y va comme ça. Voilà. Et puis donc du coup, lui. Alors je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises maintenant aux États-Unis, mais je pense que eux ils n'ont pas choisi le confinement, mais le dépistage. C'est-à-dire que tu as des cliniques. Ils ont fait les deux en fait. Ils ont préconisé le confinement et ils ont autorisé la chloroquine. Et Trump, au mois d'avril, va distribuer des billets de $1000 aux gens. Ouais. C'est-à-dire aux familles. Et par contre, donc ça c'est le bon côté de Trump, c'est ce que je disais, c'est que bon, en fait, Cannon et Alexis Cosette valident à peu près ce que je t'avais dit, c'est-à-dire que ça avait été fait exprès pour foutre en l'air Trump, quoi. Et Trump en fait va retourner ça à son avantage parce que contrairement en Europe où il distribue de l'argent aux banques privées pour renflouer les spéculateurs et continuer d'endetter les gens, eh bien Trump lui va aider les gens directement. Donc ça va se retourner contre ceux qui ont mis ça en place, je pense. Mais par contre, là où Trump est ambigu, c'est qu'il continue de dire que c'est un virus chinois, alors que si ce que tu dis était vrai, il ne pourrait pas tenir ce discours-là en prétendant que c'est de la faute des Chinois. Les Chinois sont absolument outrés du fait que Trump prétende que tout ça, c'est de la faute des Chinois, alors que les Chinois sont les premiers à avoir utilisé ce que disait Raoult, c'est-à-dire la chloroquine, et que la pandémie est enrayée chez eux, c'est terminé. Et ils sont outrés de voir que les Américains les accusent d'un virus qui a été créé aux États-Unis. Ouais, mais je pense que c'est comme ils sont outrés, mais ils sont outrés pour les médias. C'est comme avec l'Iran. C'est-à-dire que Trump, tu sais, soi-disant, ils ont organisé des manifestations. Ensuite, Trump a liquidé officiellement, comment il s'appelle là, Soleimani. Mais en fait, Soleimani, il était juste, comme c'était l'ennemi juré d'Israël. Ils ont convenu, ils ont dit, Soleimani, il n'est pas mort, hein. Il a dit, écoute, tu sors juste du jeu. Officiellement, on fait un attentat, tu disparais. Comme ça, on peut continuer les négociations avec Israël, parce qu'Israël, il ne voulait pas continuer. Attends, ça c'est des spéculations. Je veux dire. Non, mais voilà. Parce que si tu commences, si tu tues Soleimani, admettons que ce soit vrai. Vraiment, Trump, comme ça, sur un coup de tête, il tue Soleimani. Normalement, c'est le numéro 2 du régime. Normalement, un pays, il réplique tout de suite. C'est-à-dire, il prend un croiseur dans la Méditerranée. Non, absolument pas. Tu n'as pas affaire à des idiots, hein, au gouvernement iranien ni au gouvernement américain. Mais non, ils vont absolument pas jouer l'avenir de leur pays parce qu'un homme est mort. Je veux dire, ça suffit pas un homme à déclencher. T'as pas affaire à des idiots. Hein. C'est pas pour un mort que les gens sont pas. Tu sais, les politiciens au niveau, c'est pas des gens émotifs et viscéraux. Hein. Ils réagissent pas comme ça. Il y a toute cette histoire de la bague, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de reconnaître que c'est Soleimani. Il n'y a pas de preuve que ce soit lui qui est. Le gros problème d'Alexis. Peu importe. Non, mais en fait, tout ça, c'est pour dire, c'est comme avec Kim Jong-un, il procède toujours de la même façon, Trump. C'est-à-dire que c'est des roulements de tambour, on déplace les avions et au dernier moment, on rappelle les bombardiers, tu vois. Et pour finir, il serre la main à Kim Jong-un.
il y a un double jeu de Trump, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi être clair avec Alexis Cosette. Il est aussi, surtout, dans le fantasme pour certains points qu'il aborde. Voilà, il s'imagine des choses, à mon avis. Ouais, mais je pense que c'est validé quand même par Q, parce que c'est sa source, c'est une de ses sources principales. Et la force de Q, c'est justement d'envoyer les signaux, les clins d'œil, pour vraiment valider que ce que fait Trump. Moi, je viens de mettre en ligne certains des projets de l'époque Bush-Obama, où on montre les laboratoires en Géorgie qui ont délibérément fait des tests sur des cobayes humains. On a aussi DARPA avec la volonté de contaminer génétiquement les champs agricoles de pays ciblés par des insectes génétiquement modifiés. Et tu t'aperçois finalement que les Américains, au niveau militaire, ont développé tout un tas de stratégies de contamination et de souillure des populations, y compris génétiques, et tu te rends compte que ça a pris un champ tellement vaste que tu as beaucoup de mal à t'imaginer à quel point ces gens-là sont partis en vrille sous l'époque Bush-Obama. Oui, mais c'est justement pour ça que oui, mais c'est justement pour ça que les patriotes, les généraux sont allés chercher Trump, parce qu'ils voyaient bien ces gens qui étaient complètement dégénérés. Alors que Trump arrête d'accuser la Chine d'être responsable du virus chinois, de la pandémie, parce qu'on se rend compte que... Ça, je pense que c'est facial. C'est facial. C'est pour tromper le monde, pour qu'ensuite... parce que... je pense que oui. Ah oui, parce que en fait, là, justement, Alexis Cossette nous montre une avec, comment il s'appelle, le président chinois, qui marque bientôt le soleil, après l'orage, tu sais, de Storm. Et puis le Storm, c'est un langage codé de Q. C'est un clin d'œil qu'il fait à Trump pour reprendre le langage de Q. Storm, quand ils disent le déclenchement de l'orage, c'est normalement c'est à ce moment-là que la phase finale de nettoyage de l'état profond va commencer. C'est-à-dire que pour l'instant... Pour l'instant, moi, j'ai pas vu Donald Trump. Bon, après, on dit que l'économie va bien aux États-Unis, tant mieux. J'ai pas vu de nettoyage fait au niveau politique par Trump. Voilà. Que je sois clair. Non, parce que je pense pas je pense pas. Là, pour l'instant, tu parles de nettoyage. Tu dégages les Clinton, tu dégages les Biden parce qu'ils sont impliqués dans des scandales pédophiles. Oui. Même si tu as les preuves, mais pour ça, il faut nettoyer, il faut remplacer tous les juges corrompus. Ça prend du temps parce qu'ils sont à peu près 200 ou 300. Et ceux-là, il faut les remplacer par des juges. Et tu penses qu'il aura fini à la fin de son deuxième mandat? Parce que c'est-à-dire qu'il va. Non, mais avant de vraiment procéder au nettoyage, c'est pour ça que les autres ils flippent. Parce qu'en fait, il va pas le faire tout de suite là maintenant juste avant les élections parce que ça ferait trop ouais vous faites ça parce que ça va être les élections etc. Donc du coup je pense qu'il va vraiment s'attaquer à eux à partir de son second mandat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper impliquées, à commencer par peut-être des personnalités d'Hollywood ou comme ça, qui vont officiellement mourir du coronavirus. Parce qu'on va leur dire, c'est soit vous vous suicidez et puis votre réputation est sauve et on dit que vous êtes mort du coronavirus, ou alors c'est. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Ça, c'est des fantasmes complets. Excuse-moi de le dire. Qu'est-ce qui t'a sorti ça? Mais c'est marrant que beaucoup de personnalités célèbres. Tu vois, Trudeau, où est-ce qu'il est, Trudeau, en ce moment? Il dit qu'il a soi-disant le coronavirus. Ils sont pas là. Le pape, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Tom Hanks, pareil. Tu vois, tu vas voir, c'est des gens, comment veux-tu qu'ils chopent le coronavirus alors qu'en fait, ils n'ont ni les transports en commun, ni rien. Mais voilà. Parce qu'ils participent à faire la propagande des mondialistes. Plus tu as des personnalités qui disent qu'il y a le coronavirus, plus tu vas en parler, plus les gens vont flipper. Ces gens-là ont intérêt à ça. Oui, mais à ce moment-là, parce que là, on commence, parce que quand on va commencer à les voir mourir, ils vont pas mourir. Ils vont pas mourir, c'est de la propagande. T'imagines bien que le coronavirus Covid-19, 99% des gens se rétablissent. Tu imagines bien que les stars qui ont des millions ont forcément la chloroquine et les antidotes pour ça. Ce que tu dis, c'est les fantasmes. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, pour connaître un peu la culture américaine avec le phénomène d'inertie, tu verras que Trump va faire ses 4 ans. Il va être réélu, à mon avis, puisque les gens vont revoter pour lui. Pour moi, il n'y a aucun doute. Mais tu verras que
il va ramer pendant 4 ans et puis il y aura finalement un nettoyage tout à fait discutable qui aura été fait. Voilà. Pour finir, il va rien faire. Ça va accoucher. C'est la montagne qui va accoucher d'une souris. Il va faire c'est pas la montagne. Enfin, connaissant l'ambiguïté des Anglo-Saxons, je parlais avec Thierry Messant et il me disait pourquoi George Bush et Tony Blair n'ont pas été poursuivis. Tout simplement parce que les populations ont validé leur comportement. Et donc, même si Trump était ce que tu disais, un type qui voulait véritablement tout nettoyer, il y a une inertie populaire qui est totalement zombifiée par ces époques Bush-Obama et qui est, à mon avis, qui aura beaucoup de mal à se réveiller de ça. Et pour que les gens inversent le processus, il ne faut pas rêver. Trump va probablement faire quelques changements, il y aura peut-être quelques procès, mais il faudrait une dizaine d'années supplémentaires pour qu'un ménage soit fait. Il va avoir 4 ans et il va avoir peut-être quelques résultats. Il aura surtout, le plus important pour les Américains, des résultats au niveau de l'économie américaine, mais de là faire le ménage comme il devrait le faire, il ne faut pas rêver. Et puis quant au coronavirus, je te dis, les célébrités qui prétendent l'avoir ou qui l'ont participent à la propagande et il ne leur arrivera rien du tout. Il n'y en a aucun qui va mourir, pratiquement, ça je peux te le dire. Et quant à dire qu'on va les faire disparaître sous prétexte de coronavirus, il faut arrêter. Hein. Ça, c'est un délire typiquement américain de fantasme. Enfin, à mon avis, hein, je te donne mon point de vue comme ça, hein, parce que je ne suis pas anglo-saxon et que je ne suis pas dupe non plus, quoi. Quand tu vois la totalité des militaires américains mis en place sous l'ère Bush, je t'entends plus. Ouais, je t'entends plus. Allô? Là, ça va? Oui, là, c'est bon. Je t'ai perdu quand tu dis... Oui, quand tu vois, ouais. Quand tu vois toutes les saloperies qu'ils ont mis en place sous l'ère Bush-Obama, tu peux être scandalisé. Hein. Je peux te dire que le virus, la Covid-19, c'est rien du tout. Ça, à mon avis, ils sont en train de faire une répétition. Heureusement que Trump va peut-être bloquer partiellement les choses quelque temps, mais heureusement qu'Obama n'a pas eu la possibilité de se représenter pendant 4-5 mandats de suite, hein, parce que je ne te dis pas le délire. Bah T'as qu'à regarder ce que j'ai... Ouais. Oui, parce qu'il y avait un plan sur 16 ans, c'est-à-dire 2 mandats d'Obama, donc ça c'était bon, puis après il y avait 2 mandats d'Hillary, et puis avec toutes les saloperies qui devaient se faire pendant cette période-là. Tu sais, le coronavirus, c'est un virus mis en place par les mondialistes et les scientifiques de l'ère Obama. Hein. Ça va totalement avec le scandale de pédophilie, avec la NASA, avec le délire de remplacer les alpha mâles par des lesbiennes, oui, mais des homosexuels. Est-ce que c'est un vrai virus parce qu'il ne tue pas vraiment? C'est un virus de laboratoire. Oui, mais il ne tue pas plus qu'une grippe. Écoute, alors je vais te prendre les statistiques. La grippe saisonnière, en moyenne, c'est 500 millions de personnes infectées dans le monde, 500 millions en moyenne. Oui, puis c'est 700 000 morts à peu près. Ouais. Et 400 000 morts en moyenne. Oui, aujourd'hui, c'est parce que ça varie d'une année à l'autre, donc on prend une moyenne. Aujourd'hui, le coronavirus, c'est bientôt 400 000 personnes infectées et bientôt 17 000 morts. Il y a un moment donné, il faut arrêter de délirer. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'apparaîtra même pas dans les statistiques si on inclut le coronavirus Covid-19 dans la grippe saisonnière. Oui, c'est ça. Oui, mais donc du coup, c'est plus un espèce de virus médiatique. Enfin, le mal, il est fait par les médias. Non, mais c'est un virus qui tue. Il tue 0,8% des personnes infectées, comme ton collègue, enfin ce que tu m'as dit avec Trotta, là, 0,8% des personnes qui n'ont pas de pathologie décèdent. Donc c'est un virus qui est au-dessus de certaines grippes qu'on a vues dans les années 70-80, mais pas beaucoup finalement. Hein. Et finalement, ça a été, à mon avis, une tentative de chantage, un terrorisme des mondialistes en perte de vitesse pour bloquer Trump, pour bloquer l'Italie nationale sioniste, pour bloquer la France un peu nationaliste. Mais moi, je te dis, hein, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets concomitants à ça, et tu as les Guidestones, tu as les Georgia Guidestones, tu as l'aéroport de Denver, tu as les fresques de l'aéroport de Denver, puis tu as le projet DARPA. Tout ça est concomitant avec un comportement savamment orchestré. Oui, mais tu vois, Denver, tout ça, ça n'a jamais été mis en œuvre, en fait.
ça a été... Non, mais ils n'ont pas réussi, ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé en 2008 et 2012 de créer des crises. Ils avaient entreposé des cercueils en cas de pandémie, ils avaient mis des bunkers pour les riches, et ils ont pas réussi à déclencher une crise. En 2008, ça n'a pas suffi parce que par inertie, l'économie était trop puissante pour que ça soit affecté de la manière dont ils l'auraient voulu. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Et ce qu'ils ont fait, c'est accentuer les problèmes. Et là, ils ont testé, si tu veux, à échelle internationale. Mais je te parie que si les gens ne sont pas capables de poursuivre ceux qui ont mis ça en place, le Covid-19 n'est qu'une tentative. Et tu verras qu'ils vont essayer pire après. S'il n'y a pas de justice... Si tu veux, avec le vaccin et la 5G, oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, quand ils vont mettre le vaccin, c'est là qu'il y aura des morts. C'est au moment de la mise en œuvre du vaccin. Et avec la 5G, comme il y a de l'aluminium dedans. Mais non, mais attends, il y a de l'aluminium dans la 5G. C'est les ondes qui dégradent. Dans les vaccins. Dans les vaccins. Ah oui, avec les vaccins. Non, mais attends, même sans te parler de ça, je suis d'accord avec toi. On va avoir un vaccin du style qui te fout la narcolepsie ou des saloperies comme ça. Mais sans te parler de ça, le Covid-19, tu auras une autre version dans quelques années qui va réapparaître et qui sera plus meurtrière. Là, ils ne font que des tests. Ils ont essayé. C'est déjà réussi, hein. C'est déjà réussi médiatiquement. Ils sont en train ils ont réussi à terroriser les gens, mais ils n'ont pas réussi à massacrer autant de gens qu'ils le voudraient. Ça n'a pas été aussi meurtrier qu'ils le souhaitaient. Imagine les morts que va induire cette crise. Parce que là, les faillites, derrière les suicides, derrière les cancers, derrière les machins, tu vas voir. Tu verras que dans les statistiques, le nombre de morts ne sera pas énorme. Par contre, l'impact sur l'économie française, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, Alain Soral, puisque tu fais partie du groupe ER, tu fais partie toujours de ER? Oui. Alain Soral a porté plainte contre Macron et son gouvernement pour crime contre le peuple français. D'accord. Il me semble, hein, si tu vas sur le site, c'est ce que tu peux voir. Ils ont déposé une plainte parce que c'est une opération contre le peuple français. Je comprends, moi, que des gens peuvent être outrés par ce qui s'est passé et peuvent concevoir que c'est une attaque contre le peuple français. Après, c'est Alain Soral, effectivement, mais je peux tout à fait comprendre. D'accord. Tu te balades assez souvent en France, dans les villes ou pas? Non. Non. Tu n'as jamais remarqué, en te baladant, que dans certains immeubles affichaient des logos référents aux jeux vidéo, du style Pac-Man ou Tetris ou des trucs comme ça? Oui, peut-être. Tu as des signes comme ça. Tu additionnes ça à, par exemple, je me baladais sur une autoroute, il y a des colonnes romaines découpées, comme c'était un symbole de la fin de l'Empire romain, si tu veux. Tu additionnes ça avec le George Gelson, tu te rends compte qu'il y a une mentalité pro-technologique qui fait de la propagande et qui essaye de se substituer à ce qui a été. Et pour avancer, ils ont besoin de mettre en place ce genre de crise. À un moment donné... Je comprends pas. Il faudrait que je te montre les photos ou que tu les vois par toi-même. Par exemple, l'autre fois, je descendais vers Roanne. En descendant sur la route, tu avais des panneaux. Tu avais l'impression que c'était un jeu de Tetris. Ça doit toujours y être. En Rhône-Alpes, tu as des colonnes mises en place où tu vois vraiment des colonnes romaines découpées, comme si c'était pour montrer l'effondrement. Tu sais, c'est ce que je te disais. Tu as le christianisme en train de s'effondrer, remplacé par une ère pro-technologique, anti-religieuse. Et il y a des symboles subliminaux un peu partout en France, financés par des gens qui en ont les moyens, pour induire inconsciemment ce changement. Et ces gens-là, c'est à la marge, ça. Hein. Ah non, c'est un phénomène que moi, je prends au sérieux, puisque je le vois quotidiennement. Où que j'aille, ces références, je les vois. À Clermont-Ferrand, les rues où il y a des photos, puis tu m'envoies, puis je verrai bien si ça parle. Il faudrait que j'y retourne, mais à Clermont-Ferrand, quand j'y étais, il y avait des symboles, tu sais, de personnages de jeux vidéo. Il n'y a pas besoin de ça pour. De toute façon, les gens, ils ont cette mentalité hyper matérialiste, ils ne croient plus en rien. Non. Là, je te parle d'une propagande, d'une idéologie particulière. Si tu veux comprendre ce que je te dis, tu regardes la vidéo que j'ai faite. Où tu mets sur mon site, quand tu y vas, tu marques PMA GPA.
D'accord. Et tu trouveras la vidéo où je te montre un peu l'idéologie de remplacement et tout ce que ça induit. Par exemple, Canal+, c'est une mentalité très Canal+. Ils ont sorti, là, quelques temps avant, une série où c'était la fin de la société. Tu te demandes pourquoi ils font ça quelque temps avant, tu vois. Et bon, moi, je mets les choses en relation comme ça. Donc, il y a une idéologie. Allô? Ouais. Allô? Je t'entends plus, hein? Allô, allô? Allô? Il fait mauvais Oui, ça y temps est. vers chez toi? Non, non, c'est bon. Il C'est fait beau bon. chez toi? Oui. Bon, d'accord. Enfin bon, moi je fais très attention à ces marqueurs, donc j'y suis sensible et je les note à chaque fois. C'est vrai que je devrais prendre des photos, mais je le fais pas. Ouais. Et donc toi, puisque j'ai dit que tu allais parler, explique-moi un peu ce que tu as travaillé un peu de ton côté, ce que tu as découvert, ce que tu avances. Oh ben, ce dont je t'ai parlé, moi pour l'instant, je suis pas trop féru. Enfin, je creuse un petit peu, j'écoute Radio Québec, forcément par-ci par-là un peu Sorel, c'est pas mal. Ouais. Il y a des bonnes approches. Bah là, en ce moment, c'est un peu la chose marquante, c'est un peu le départ de Marion Sigaud là, parce que elle était, euh, elle était plus sur la ligne. Ah, Elle était... t'as vu ce qu'on a dit Soral? Ah oui, oui, j'ai bien vu ouais, la vidéo. T'es Attention. t'es- Mais t'es d'accord? eh ben, il a tout dit, hein, il a dit, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même un peu. Elle était plus sur la ligne, hein, c'est-à-dire que oui, au début ils l'ont promue parce que très justement, elle défendait le côté un petit peu Famille, humaniste tradition. et gauche. Enfin, le roi était de gauche en disant, clairement, était de gauche, il était humain parce que c'est le lieutenant du Christ. Donc du coup, il était là avec la triple donation. Donc Pierre Hillard. Toute cette approche, on va dire, droite des valeurs, qui est en fait, qui est vraiment un peu sociale, quoi, pour montrer que le côté humaniste de la chrétienté. Donc ça, c'est pour ça, et ça, Marion Sigaud, concrètement, elle le mettait elle l'a bien souligné, elle en a fait la promotion, puis ensuite, tu m'entends, Boris, c'est bon? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis ensuite, la deuxième partie pour laquelle elle a été acceptée, c'était toutes les vidéos qu'elle a fait sur la pédophilie, qui existe depuis très longtemps, avec la Marche Rouge, l'hôpital général, où des enfants, des orphelins disparaissaient, qui servaient en fait d'objets sexuels aux jansénistes. Et puis ensuite les droits sexuels, le rapport Kinsey avec son amie la Judith Reisman qui a mis le doigt là-dessus, qui a mis le doigt sur la perversité de la révolution sexuelle, etc. Tu vois, donc pour ça, Marion Sigaud était très bien, elle a apporté un vrai plus à ER. Et puis bon, bah, à un moment donné, elle a un petit peu, comme Soral il l'a dit, hein, et elle n'était pas forcément très tendre. On adore nous là. Et il était là, il dit non, non, c'est une, c'est une, comment on appelle ça là, Une peau de vache, il a dit. ouais, une peau de vache, elle est méchante. Bah, attends, si ce qu'il a dit est vrai de ce qu'elle disait des gens de R, c'est très surprenant. Ça me surprend pas, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je te dis, il y a 10 jours, elle donnait une conférence, pas très loin. Mon ami là habite à côté d'Annecy. Et Ouais. puis elle donnait une conférence à côté d'Aix-les-Bains. Bon, ça fait la deuxième fois que je participais. Je suis allé la voir. Et puis c'est très étonnant parce elle n'a pas trop abordé. Elle a abordé, oui, parce qu'évidemment, moi je lui ai dit, mais je dis ouais, mais bon, la position de Soral, c'est de dire bon, oui, effectivement, oui, bien sûr, il y a Maznev, pas de souci, pédophile, tout ce qu'on veut, ou pédophile, mais c'est rien. C'est Maznev est là pour cacher Epstein. On arrose sur Maznev pour surtout ne pas évoquer la pédocriminalité de réseau. Donc, si tu veux, dans la pédophilie, il y a différents degrés.
Et puis, bon, faisait à l'appui parce que en parallèle, et ça j'aimerais bien les lire, il y a fait et documents, tu sais, le truc d'Emmanuel Ratier, ils sont très très pointus, ils regardent, oui, pédophile, oui, comment il s'appelle, tourisme sexuel, etc., tout ce qu'on veut. Et puis, mais Marion Sigaud, elle a pas supporté. Mais comme il a dit, ouais, je l'ai poussé dehors, mais c'est pas à cause de ça. C'est aussi à cause, elle devenait trop extrémiste, tu vois, c'était extrême droite, elle commençait à cracher sur les autres auteurs de R. Enfin, ça, tu fais pas, quoi. Hein. Ça, c'est sûr que si c'est ça, ça ne se fait pas, quoi. Tu vois, je comprends. Tu vois déjà la dissidence, il faut qu'on soit groupé. Si tu commences un peu à avoir des états d'âme, et puis voilà, je comprends. Après, je comprends très bien le président. Il dit, bah moi, j'ai une ligne, c'est comme ça. Et puis si on est sur ma ligne, on reste. Sinon, on s'en va. Ce qui est cohérent. Je veux dire, dans une entreprise, c'est pareil. C'est soit tu acceptes la stratégie d'une entreprise, tu y participes, tu peux la faire évoluer. Mais si au bout d'un moment, tu es en désaccord avec la ligne profonde, tu t'en vas. Hein. Tu vois. Pour ça, je veux dire, non, mais puis il a quand même bien, honnêtement, il a dit, bah voilà ce que Marion nous a apporté, très bien. Il y a quand même beaucoup d'éléments à ER qui essayent de dissoudre en interne le mouvement. Hein. C'est très bizarre, ça. Ouais, c'est ça. Alors, après, je suis pas sûr, mais c'est-à-dire que. Non, mais d'une manière plus ou moins claire. Soral, il vieillit aussi un petit peu, donc à un moment donné, il devient un peu, tu vois, il est très. Il devient très raide, hein. Il y a des choses où il est raide, mais bon. Tu te souviens de comment elle s'appelle, la fille, la bonne femme, là, qui prétendait représenter la famille, là Et qu'en fait, on a appris qu'elle était paxée avec une lesbienne. Comment elle s'appelait? Tu vois de qui je veux parler? Non. Comment elle s'appelait? Je pense qu'elle était issue de l'immigration. Elle faisait. Boudeljab, là, ou je sais pas quoi, non? Non, c'est pas Boudeljab. Au sein de R. Au sein de R, il y avait une bonne femme qui travaillait avec Marion Sigaud, d'ailleurs, qui était issue de l'immigration. Elle prétendait être pro-famille, puis en fait, elle était paxée une lesbienne. Comment elle s'appelait? Et puis de la virer aussi. Oui, je sais pas. Ouais. Ouais, bon, du coup, oui. Ouais, c'est pas évident, hein, ouais. À ce moment-là, tu sais, il y a des hauts et des bas dans un mouvement, et puis le président, bah, il vieillit, puis c'est-à-dire que après derrière, il y a tout un navire à faire avancer. Donc forcément, hein, personne n'est parfait, mais bon, je me dis. La dissidence, il réunit aussi bien des gens comme Francis Cousin, que Pierre Hilard, Youssef Indy, Laurent Guyeno. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même des gens de valeur, quoi. Tu vois, ah oui, bien sûr, ouais, c'est des gens de ouais. Je pense que, tu vois, moi, enfin, ce qui est dommage, parce que forcément, j'aurais beaucoup aimé assister, tu veux faire un dialogue ouvert entre toi et Laurent Guyeno, tu vois, par exemple, c'est parfait, là, sur l'affaire Kennedy, ça aurait été idéal, quoi, idéal, parce qu'il n'y a pas qu'un versant, je suis d'accord avec toi, bien sûr, hein, tu vois, il y a le plus petit dénominateur commun, on le connaît, et puis bah, derrière, il y a des gens qui ont été complètement dégradés, là, tout ce qui est Hoover, Cléchot, voilà, moi, tu sais, je me rends compte que celui qui correspond le plus à mes analyses, c'est Youssef Indy, finalement. Ouais. Mais les analyses qu'il fait au niveau historique et que je fais de manière intuitive, parce que lui, il le fait de manière érudite en regardant les livres, donc il est sourcé. Moi, je le fais de manière intuitive, mais je tombe sur les mêmes conclusions. Par exemple, par exemple, on est d'accord sur le fait que, contrairement à Soral, qui lui défend Erdogan à plusieurs occasions, Youssef Indy dit à peu près la même chose que moi sur Erdogan. C'est-à-dire que Erdogan est du mauvais côté irrémédiablement, quoi. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il est côté. Il finance les terroristes de la même manière qu'Israël ou les États-Unis. Ouais, c'est ça.
Et c'est pour ça que j'ai fait une explication pour dire que j'étais pas d'accord avec la défense que faisait Soral d'Erdogan. Voilà. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué pourquoi Soral se plantait. Ouais. Après, c'est complexe. Il faudrait que tu regardes la vidéo parce que si je te parle, il y a tellement de... Si je pars dans une explication, tu vas pas comprendre, c'est compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça. Mais ça revient au fait de dire que Dieudonné, à un moment donné, il a défendu al-Baghdadi. Et je dis, si tu regardes bien, c'est pas si compliqué. Tu te rappelles, les jeunes de banlieue, c'est bien la contrepartie des bobos à un moment donné. Tu l'as bien noté, ça. Que quoi? Que les jeunes de banlieue? À un moment donné, le type de NTM, là, comment il s'appelle Joe Star. Ouais. Ces types-là, ce sont des immigrés cantonnés dans des bars HLM qui deviennent ultra-violents et ils sont la contrepartie des bobos, c'est-à-dire des jeunes dont les parents les ont fait venir finalement. Le patronat fait venir des immigrés après mai 68 qui cantonnent dans des bars HLM, ça devient des jeunes voyous et c'est la contrepartie violente des bobos finalement. Oui, et donc? À un moment donné, quand tu vois le fil dégradé de tout ça, je sais pas, est-ce que tu avais vu Joe Star qui tabassait un singe dans une cage à un moment donné? Tu n'as jamais vu ça? Non. J'ai expliqué que c'était la symbolique qui avait à voir avec ce confinement hystérique de jeunes souvent issus de l'immigration dans des bars, dans des cités HLM. Le patronat, après mai 68, a fait venir des immigrés et les a cantonnés un peu à l'échec dans les banlieues. Et ils se sont servis de ces jeunes pour foutre le bordel et puis faire un peu pression sur toute velléité de reprise populiste en France, finalement. Et dans le temps, cette contrepartie où tu as les jeunes de riches, les bobos, ont leur contrepartie violente par ces jeunes de banlieue, ils fonctionnent en commun, si tu veux. J'ai expliqué dans le temps, le phénomène au niveau international fait que tu as une classe cosmopolite dont la contrepartie, c'est les terroristes qu'ils financent. Oui, c'est vrai. Oui, parce que... Et puis, effectivement, c'est le plus petit dénominateur commun, donc les sionistes, SOS Racisme, donc ça veut dire Zemmour à l'époque, BHL, Marek Alter, etc. Donc, Zemmour n'y était pas à l'époque. Il est venu. Non, mais il y avait comment il s'appelle là, le Marocain dont la mère est juive et qui était le président des SOS Racisme, Harlem Désir. Oui, voilà. Absolument. Du coup, pour finir, c'était que des sionistes qui ont fait venir donc les immigrés. Ils ont dit surtout, vous avez des droits, mais ne vous cultivez pas, restez dans votre. Alors. Et puis ensuite derrière ils ont soufflé, ils ont fait venir Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. Tu vois, donc du coup ils soufflaient les braises, ils ont payé l'extrême droite, ils ont payé les Français de souche contre. Mais est-ce que tu saisis ce que j'essaie de te dire sur la contrepartie que les terroristes. Oui, ouais, d'accord, mais ça, c'est un fait. Si tu veux, c'est une dégradation, une superficialisation de toutes les couches de la société. Ça, je suis d'accord. Mais attends, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que les pays riches occidentaux qui étaient impliqués dans le colonialisme ont toujours eu une contrepartie arabe qui leur correspondait. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, ce sont des Arabes qui ont été choisis par les Anglo-Saxons et les colonialistes, y compris. C'est plus les Anglo-Saxons que les Français, mais ce sont des gens qui ont été mis en place pour des raisons de pétrole et de ressources naturelles. Donc tu as une contrepartie violente du monde arabe qui est sioniste et pas du tout musulman, qui correspond aux pays occidentaux. C'est l'histoire du colonialisme. Oui, mais c'est normal. La famille Saoud, c'est des juifs de Bassora. Ils sont juifs, ils sont pas arabes. Non, la famille Saoud, au départ, ce sont des Bédouins qui ont été choisis par les Américains pour des raisons de pétrole. Oui, la famille Saoud sont des Israéliens. C'est des juifs. C'est des juifs de Bassora. Ça, je peux pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'islam. Oui, c'est bien. Ça, on est d'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est mettre les choses en relation. Si la France participe à financer les djihadistes en Syrie contre le régime syrien, contre l'Iran et contre les Russes, avec les Américains, c'est parce que les djihadistes, de la même manière qu'Israël les finance, ce ne sont qu'une contrepartie arabe sionisée et juivisée qui correspond à l'Occident. Oui, mais je ne comprends pas ton truc. Enfin, où tu veux en venir avec cette histoire de contrepartie?
Ça veut dire quoi, la contrepartie? Ça veut dire que si tu as un type comme Dieudonné, qui au départ s'extrait de la gauche française, de l'extrême gauche, il ne peut pas s'identifier à El-Baghdadi parce que El-Baghdadi, c'est sa partie Elie Moon, si tu veux. Je vais te décomposer comme ça. Au départ, tu as Dieudonné, il est avec Elie Moon. Il fait des sketchs un peu racistes du style juif pour faire un humour gauchiste qui se prétend antiraciste, mais qui propage le racisme, en fait. Si tu regardes un peu, le duo comique Dieudonné et Elie Moon, c'est un humour très juivisé dans le rapport aux Portugais, sur les champs de travaux. Il parle des Italiens, des Martiniquais, des Arabes. Moi, je trouve que c'est un racisme un peu juif dans la manière de parler des couches, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que sous couvert de dire en riant du racisme, je veux le combattre. En fait, au lieu de le combattre, tu l'attises. Tu le propages. C'est exactement ce que fait Bill Bull quand il fait son sketch sur les Chinois. Qu'est-ce qu'il dit au nom de l'antiracisme? Il dit pourquoi les Noirs sentent mauvais, c'est juste une odeur différente de toi et moi. Il ne fait pas de l'antiracisme, il fait du racisme sous couvert d'humour. Quand il dit tous unis pour... en fait, il dit les Chinois sont en train de se réaccaparer tous les quartiers. Ce n'est pas de l'humour antiraciste. Il est en train d'attiser la haine anti-chinoise. C'est comme à un moment donné... Oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu as, comment il s'appelle, Tim Seat. Il fait son sketch sur les racistes. C'est le sketch sur les clowns. Il compare les clowns à des racistes. Et il finit son sketch en disant « Tous unis pour aller péter la gueule à ces salauds de Chinois ». À un moment donné, ils sont en train de faire la propagande d'un conflit à venir contre les Chinois. Parce que la société de consommation française a suivi la société de consommation américaine qui a induit la société de consommation chinoise. Je te rappelle que les Chinois, après le communisme, se sont embarqués dans une copie pastiche du néolibéralisme américain. Donc, tous les produits que les Occidentaux vont faire fabriquer en Chine, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a une contrepartie chinoise qui correspond au comportement des Occidentaux dans le consumérisme. Et c'est pour ça que les Juifs, dans l'humour, sont en train de préparer les gens à un conflit contre les Chinois sous couvert d'humour. Si Tim Seat te dit à la fin « tous unis pour aller péter la gueule à ces salauds de Chinois », c'est parce que la communauté juive anticipe que les goïs ne font aucun effort dans le consumérisme et qu'ils vont donc être obligés de se battre contre une copie mimétique chinoise consumériste que l'Occident a créée par le néolibéralisme. Ouais, alors, sauf que maintenant, tu vois, cet humour-là, par le biais de, tu sais, il y avait comme il s'appelle Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il avait été, on l'a surpris, enfin, il a été pris en flagrant délit de plagiat. Ouais, de plagiat, etc. Et donc, du coup, pour finir, tout cet humour juif, Gad Elmaleh, Tim Seat, tout ça, oui. Ils sont tombés un peu en désuétude. Qui c'est qui ressort? C'est des Français pure souche, la Bajot, Foresti. D'ailleurs, maintenant, elle est obligée de s'excuser parce qu'elle est allée un peu loin. Mais si tu veux, c'est de nouveau cet humour à la française, tu vois, tu plaisantes, tout ça, les vrais Français sont là. Voilà. Tu plaisantes? La Bajon et Foresti, c'est le vrai humour français? Ben, je crois que tu n'as pas très bien ciblé à qui tu as affaire. Regarde le sketch que fait la Bajot sur Marine Le Pen, où elle se cache derrière les juges gauchistes français à la fin de son sketch. Tu verras que tu as affaire à des hypocrites qui jouent un peu les bouffons du macronisme, hein, sans le prétendre. Et je te rappelle que Foresti, elle vient de... Tu sais comment elle a commencé sa carrière? En vendant des plages publicitaires pornographiques. À un moment, elle faisait de la pub pour les sites pornographiques. Donc, je connais un peu d'où vient cet humour. On va dire, c'est aussi un peu la contrepartie de l'humour à la Jamel Debbouze. Hein. Non, mais là, par exemple, si tu me dis que Blanche, elle a mis quand même le pied dans le plat, et puis elle a bien stigmatisé les Epstein, Weinstein, etc. Enfin, voilà. C'est tout le problème que j'ai avec les gens qui sont. C'est le problème que j'ai avec ER. Je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'on a un courant qui est quand même assez de gauche. On va dire que pour moi, Soral, c'est un type de gauche, et il y a une grande proximité quand même avec une accommodation. Il y a une accommodation quand même avec le gauchisme chez Soral, chez les Soraliens. Quand même. Alors maintenant, je vais te dire ce que je voulais te dire par rapport à Dieudonné, parce que l'explication que je te dis avec contrepartie terroriste, il y a une raison. Je ne parle pas de toi forcément, mais je te dis que chez les Soraliens,
il y a beaucoup d'accommodance avec un humour gauchiste et il faut faire très attention de cette porosité parce que c'est ça qui fait qu'il y a des conflits en fait et que ça s'arrête jamais. Il faut vraiment faire l'extraction de ce courant de fond. Et ça va, je vais te l'expliquer avec Dieudonné. Dieudonné, il était avec Elie Semoun au départ. Donc, il était compris dans le gauchisme. Il faisait un humour gauchiste. Oui. À un moment donné, Dieudonné, il a fait un effort de s'extraire de ce gauchisme pour passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est un peu passé du côté de Soral et du Front National. Oui, parce qu'en fait, c'est une question de fierté. C'est-à-dire qu'il dénonçait toute une forme de racisme. Et quand il a touché au racisme des Juifs contre les Palestiniens, voilà. Et ben là, on lui a dit stop. Il s'est rebellé. Comment ça stop? Moi, vous me dites stop, et ben j'en rajoute. Et c'est là que c'est parti. Quoi. Voilà. Il a voulu se séparer de cet aspect Elie Semoun. Il a bien fait. Simplement, il n'a pas fait la scission complète, ce qui fait que des fois, il retombe. Si tu as bien compris mon raisonnement, quand il défend El-Baghdadi, il défend la contrepartie terroriste du gauchisme, en fait. Ce qui montre qu'il n'a pas tout... Je ne savais pas qu'il le défendait. Et puis, je ne vois pas pourquoi il le défend. Au nom de quoi? Il a défendu El-Baghdadi, qui est véritablement la contrepartie terroriste financée par les États-Unis et l'Occident décadent. Et donc, ça prouve que Dieudonné a encore beaucoup de travail à faire pour s'extraire complètement du gauchisme dont il vient. Moi, je ne savais pas qu'il avait défendu... Il a défendu El-Baghdadi et de la même manière, je peux même prouver plus loin qu'il a beaucoup de mal aussi à s'extraire de ce gauchisme, c'est qu'il fait l'apologie des crypto-monnaies, qui est vraiment une monnaie mondialiste. Comment? Bon, je ne savais pas. Ouais. Ah, si, il vend des crypto-monnaies, Dieudonné. Au cas où tu l'aurais pas vu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai pas fait gaffe. Et attends, la contradiction de Dieudonné, c'est de faire le sketch de Jupiton, où il prétend que c'est très mal qu'on soit passé du franc à l'euro, il y a une arnaque, et puis à la fin, il dit pourquoi pas une monnaie d'extraterrestre, c'est des cailloux. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand il vend ses crypto-monnaies, il fait la promotion de Jupiton, qu'il critique dans son sketch. Alors à un moment donné, il faut mettre les choses en relation. Gad Elmaleh, il fait un sketch sur les téléphones portables en disant que le progrès, ça marginalise les personnes âgées. Et sur Rire et Chanson, juste après son sketch, il fait la promotion d'une marque de téléphone portable. Chez les comiques, il y a toujours cette ambiguïté de jouer sur les deux tableaux. Et chez Dieudonné, même s'il a fait un effort de s'extraire de ce gaucho-mondialisme, parfois il retombe dans la contrepartie qui correspond. En faisant la promotion des crypto-monnaies, qui est vraiment une monnaie de Zuckerberg, de jetons de casino mondialiste, hein, une monnaie artificielle, quoi, pour le dire autrement. Et il défend parfois la contrepartie terroriste qui est de l'autre camp. C'est-à-dire que tu as un terrorisme comme Carlos, tu vois qui c'est Carlos, le type. Oui. Il y a un terrorisme marxiste. Et puis, il y a un terrorisme sioniste. Al-Baghdadi, c'est le terrorisme sioniste. Quand tu es Dieudonné, que tu t'extrais du gauchisme, tu ne peux pas faire la promotion ou la défense du terrorisme qui correspond à l'autre camp. Et c'est pareil. Je disais sur ma vidéo que Soral, à un moment donné, dans ses ambiguïtés, quand il a défendu Ben Laden au départ des attentats du 11 septembre, ça prouve qu'en tant que marxiste, il était trop ambigu avec l'autre parti. Parce que après, il s'est rétracté, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que Ben Laden était un produit de la CIA, qui était un épouvantail pour justifier l'interventionnisme américain sous couvert de lutte antiterroriste, alors que c'était un terroriste totalement subventionné par la CIA. Et j'expliquais que dans le rapport que les marxistes entretenaient au monde, ils avaient un rapport parfois terroriste qui était très poreux avec la contrepartie terroriste qui combattait, c'est-à-dire le terrorisme complètement sioniste. Donc c'est intéressant de se pencher sur ces différents aspects des personnages de la dissidence pour voir à quel point ils arrivent à s'extraire ou pas. Et je dis, Dieudonné, il a encore quelques efforts à faire pour se faire une scission complète de ce qu'il a possédé au départ de sa carrière. Et Soral, parfois, en tant que marxiste, il a des ambiguïtés de retomber quand il fait la défense d'Erdogan ou quand il a défendu au départ Ben Laden. Il montre qu'en tant que marxiste, il est poreux et qu'il n'identifie pas la contrepartie mimétique qui essaye de lui faire la peau. C'est un peu le gaullisme qui a du mal à se débarrasser de mai 68. Oui, peut-être. Mais bon, en tout cas, à la marge, ces analyses sont, enfin, à chaque fois, c'est... Oui, mais moi, ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui m'ennuyait avec ER, c'est qu'ils sont dans des procès sans fin avec, si tu veux, c'est un peu la France gaulienne qui est dans des procès sans fin avec mai 68 et ils n'arrivent pas à faire une scission qui fait qu'au lieu, parce qu'à ER, ils en sont à se vanter
de ne pas se faire les poches dans leurs procès. Ils n'en sont pas à gagner, c'est-à-dire à eux intenter des procès qui seraient justifiés contre une contrepartie malhonnête. Ils en sont juste à se dire « Ouf, on ne s'est pas fait faire les poches ». C'est pas une victoire, ça, hein, excuse-moi. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on va voir avec le procès dont tu parles, là, on va voir ce que ça donne. Mais bon, on sait bien que la justice est soumise, quoi. Bah, on peut espérer que ça change. Tu as raison de dire ça sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on va voir si le national-sionisme n'est pas poreux ou s'il est complètement poreux. Si le national-sionisme valide ce qui s'est passé, cette prise d'otage, ça veut dire que le national-sionisme est complètement une farce qui est totalement dans le sionisme, beaucoup plus que dans le patrimoine et le côté identitaire. Et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on ne peut pas être nationaliste et sioniste en fait si on n'est pas juif. Parce que le sionisme, tu peux l'être que si tu es juif, finalement. Ah bah bien sûr. Alors, ou alors que tu as fait allégeance, hein, parce que je veux dire, là, comme il s'appelle Zemmour, il nous prépare le terrain du national-sionisme en bonne et due forme. Hein. Ah bah, on ne sera pas surpris de voir une Marion Maréchal se pointer. Hein. Mais tu as vu comment il a fait le baiser de Judas à Soral? Il a été initié par Soral pour faire l'inverse de ce que Soral voulait. Oui, c'est pour ça que Soral dit, ce qui est intéressant dans Zemmour, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire pourquoi Israël et puis soutient le terrorisme, pourquoi. Mais ce que moi je dirais à Soral, c'est pourquoi il a initié Zemmour alors que je lui avais dit de pas le faire moi au départ en 2015 quand j'échangeais par mail, je lui disais pourquoi initier Zemmour qui va vous trahir. Et voilà, je lui avais dit en 2015. Si tu veux tout savoir. D'accord. Ouais. Le but d'Alain Soral, c'était d'éviter un clash des civilisations et donc de faire égalité-réconciliation, c'est-à-dire d'éviter l'instrumentalisation des jeunes de banlieue contre les nationalistes. Aujourd'hui, Zemmour a été initié par Soral pour faire l'inverse et éventuellement faire un conflit civil en France. Ouais. Donc à un moment donné, je dis pourquoi Soral est ambigu avec les gens qu'il combat. Et ce que j'expliquais, c'est que ça n'est pas un hasard, c'est parce que le marxisme, dans la base, est juif, hein, dans l'idéologie. Marx était un juif. Il a travaillé de concert avec Rothschild pour dégrader les valeurs patrimoniales occidentales et Marx pour dégrader l'orthodoxie. Et quand tu regardes la révolution stalinienne, il l'a fait avec des juifs financés par les Anglais. Donc je dis, il faut faire très attention quand on est marxiste. Alors quels Anglais? Des noms. Les banquiers anglais. On sait que des fonds comme les Rothschild ont participé à ça, mais aussi les grandes familles proches de la royauté ont appuyé la révolution bolchevique. Et c'est quand même des gens comme Rothschild ou Jacob Schiff. Hein. Si tu as d'autres noms, je suis preneur. Hein, mais... Tu as des familles proches de la monarchie protestante. Tu as la noblesse anglaise. Et les Américains, c'est pareil. Et tu sais pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pour que... Ça, c'est important. Je ne sais pas si ça t'intéresse l'histoire, ça, c'est un point clé. C'est que tu sais que le monde a été de plus en plus superficiel de manière très subtile. C'est-à-dire qu'on a vu que la chrétienté était une tentative d'émancipation et que malheureusement, elle a été progressivement dévoyée parce qu'il y a eu un travestissement de l'enseignement du Christ. Ça a été dévoyé par les gens qui ont raconté son histoire au départ, et ensuite par les représentants de l'Église qui se sont complus dans le matérialisme, hein, finalement. On est d'accord. Oui. C'est ce qui a induit progressivement que le protestantisme ait remplacé les économies religieuses type catholique par des économies très marchandes, très robotisées, très orwelliennes progressivement. Cette économie protestante, elle a financé le bolchevisme pour dégrader, après avoir dégradé le catholicisme par la Révolution française, qui est d'inspiration libérale anglaise, puisque toutes les francs-maçons ont été inspirés par les Anglais et leurs idées libérales, il faut le savoir quand même ça, eh bien, les économistes anglais ont appuyé la Révolution bolchevique pour dégrader l'orthodoxie après avoir dégradé le catholicisme en France. Et le bolchevisme, si tu regardes, a totalement industrialisé massivement l'économie russe en sacrifiant des pans entiers de population. Ce qui fait que le bolchevisme a été mis en place pour formater la culture russe à un monde technologique. Ce qui fait que tu vas avoir, après l'imposture de la Seconde Guerre mondiale, où tu as eu, c'est une imposture voyoucrate qui s'est cachée derrière la Shoah pour ne pas avoir à se remettre en cause, tu as une fausse opposition
entre un bloc russe qui donnera dans le culte des technologies Spoutnik et un bloc américain qui va aller dans la conquête pour la Lune, si tu veux. Et tout ça, c'était censé concorder dans un mondialisme pro-technologique. Et c'est pour ça que les Américains râlent aujourd'hui, c'est parce que Poutine a bloqué ça momentanément. Après la chute de l'URSS en 90, ils étaient censés être concordants, c'est-à-dire tous se réunir dans un monde sioniste technologique. Et Poutine, qui est un sioniste aussi en amont, est un peu plus viril. La culture russe semble être un peu plus virile pour ne pas accepter la dérive du pro-gay, du mariage pour tous et de l'adoption d'enfants par les homosexuels. Et ils n'en sont pas à financer une contrepartie terroriste comme l'Occident. C'est pour ça que dans leur rapport colonialiste, pour prendre les ressources naturelles, ils se confrontent dans des pays médians comme la Syrie. Et ça, je l'ai expliqué dans mes analyses. Mais est-ce que tu échanges avec Youssef Indy ou pas? J'ai jamais discuté avec lui, mais je suis sûr qu'on est d'accord sur ça. Sauf qu'à un moment donné, tu verras, et on est pratiquement, bon, on peut le démontrer. Tu vois, si les Anglais sont devenus ce qu'ils sont devenus, s'ils ont pu dégrader, comme tu le dis, s'ils ont été si forts pour ça, c'est que en fait, il y a des gens qui étaient encore moins émancipés qu'eux. Oui, tu veux dire avec Cromwell, etc. Donc du coup, ils se sont juivisés. C'est-à-dire qu'il faut pas dire ah non, mais c'est pas les Juifs, c'est les Anglais. Non, c'est des Anglais des vétérotestamentaires là. Les autres. Il y avait entre frustrés, les plus frustrés ont piloté les autres. Est-ce que tu as remarqué que à un moment donné, Youssef Indy, il te le démontre, hein. Il te le démontre ça, Youssef Indy avec la cabale. Tu vois, attends. Ces gens-là, qui sont une sous-jacence, c'est ça que tu me dis. Tu me dis, il y a des gens superficiels, mais il y a une copie mimétique sous-jacente qui, quand tu as des gens qui volent, tu as toujours des gens pour les voler derrière. C'est un peu ça dont tu es en train de me parler. Mais ce qu'il faut comprendre… Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été émancipés. Tu vois, ils ont toujours été… le Christ les a ventilés, comme tu dis, les a ventilés aux 4 vents. Ils n'ont jamais supporté. Et donc, du coup, ils se sont dit, la chrétienté est notre pire ennemi et il faut la détruire. Et, attention, quand au bout d'un moment, l'argent a pris le dessus, parce que ça appelle l'immanence de la marchandise, alors forcément, là, ils avaient leur place. Sous Saint-Louis, les Juifs, zéro. L'usure, c'était la pire des saloperies, c'était de faire de l'argent avec de l'argent. Alors, on n'est pas. Alors là, je vais te dire, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je vais te dire une chose. Si les Juifs ont autant de pouvoir, c'est parce que les Goïs ne font pas d'efforts et se sont complus dans le mauvais sens. Oui, c'est bien ce que je te dis. C'est-à-dire que c'est l'immanence de la marchandise. L'immanence de la marchandise, il n'y a pas de complot. C'est l'argent c'est une scorie dans l'humanité qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et forcément, évidemment, à ce moment-là, sous Saint-Louis, c'était exclu. C'était une saloperie de faire de l'argent avec de l'argent. Mais petit à petit, prenant. Attends, laisse-moi finir. Tu m'as demandé de parler, je parle. Donc, au fur et à mesure que l'argent prend de l'ampleur, forcément, ils baissent un genou, ils mettent un genou. Ouais, j'ai besoin de sous. J'ai besoin de sous pour faire la guerre. J'ai besoin de sous pour avancer. Mais le temps appartenant à Dieu, je n'ai pas le droit. Qui c'est qui a le droit de gérer l'argent? Bon, allez, si tu veux, c'est les Juifs. Et bien, les Juifs, ils en ont profité. Je peux te dire que là, pour la faire à l'envers, tu prends Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, il a été formé par Flavius Mithridate. Mithridate, c'est un marane. Donc, si tu veux, c'est les Juifs qui ont verrouillé, qui ont vérolé la chrétienté de l'intérieur. Mais ils n'ont pu le faire qu'effectivement, à un moment donné, où l'argent… dans les esprits, a pris de l'importance, les gens étaient faibles. Ils sont devenus matérialistes et superficiels, et c'est là que je te rejoins. C'est là qu'il faut aller plus loin, c'est parce qu'à un moment donné, moi je ne suis pas d'accord, Saint-Louis, ça n'est pas du tout un saint. Je rappelle que l'apparition des banques juives pour gérer la mascarade des croisades, ça apparaît sous Saint-Louis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut voir le phénomène collectif. Les gens, au lieu de respecter la chrétienté, se sont complus dans une déportation qui était la base du colonialisme, en fait, si tu réfléchis bien. Les croisades, ça n'était que la reproduction du comportement des Nordiques, d'aller piller des peuplades en contrebas pour des raisons totalement économiques et pas des raisons spirituelles. J'ai fait le travail d'expliquer le concile de Clermont avec Pierre l'Ermite, qui était le précurseur de Bernard-Henri Lévy, si tu réfléchis bien. Ces gens-là ont été les apologistes d'une guerre de déportation pour des raisons financières. Parce que les puissants de l'époque avaient gaspillé toutes les ressources financières.
Oui, mais à ce moment-là, pourquoi les Juifs n'avaient absolument pas le droit de citer? Et puis ils ont brûlé Saint-Louis a brûlé le Talmud. Voilà. À l'époque, il faut rappeler que ceux qui ont ventilé les Juifs, c'est pas le Christ au départ, c'est les Romains, hein, qui l'ont fait après. Je rappelle que la destruction des temples juifs, c'est 40-70 ans après le Christ. Il faut quand même remettre les choses à leur place, et que le christianisme de type romain a effectivement eu un rapport aux Juifs qui était de plus en plus je parle de l'Empire romain. L'Empire romain a eu un rapport qui était intéressant parce qu'ils ont propagé quand même un apport collectif. Mais l'Empire romain, il s'est effondré en 500 parce qu'il était trop grand, qu'il ne savait plus gérer en interne, il s'est effondré. Et qui a pris progressivement? Parce que j'ai travaillé avec Guyeno là-dessus. C'est Guyeno et moi qui avions creusé la piste. J'avais travaillé sur l'assassinat de Kennedy, on était rentrés en contact et dans l'échange, il m'a dit « Oui, tu as raison, quelque part, les Nordiques ont pris progressivement le pas sur l'héritage romain en s'y substituant. C'est-à-dire qu'à la chute de l'Empire romain, qui a déferlé en contrebas sur les vestiges de l'Empire romain? C'est les Nordiques. Hein, il y a quand même une histoire. Ils ont commencé à dégrader, oui. Ils ont commencé Attends, ce que Guyeno me dit, c'est qu'ils ont infiltré la papauté. Et ça a donné les papes qui ont fait les croisades. C'est-à-dire que le comportement des papes qui ont validé les croisades, c'est le comportement retranscrit de l'infiltration de la papauté par les Nordiques. Et on voit par les croisades la retranscription de ce que faisaient les Nordiques en France dans les années 700-900, quand ils pillaient, ils ravageaient tout en passant par les estuaires. Et c'est à ce moment-là, pourquoi on dit que le 12e, 13e siècle, c'était mais au 12e, haut lieu de la chrétienté? Enfin, parce que c'est une hypocrisie. À la fin des croisades, à un moment donné, la mascarade des croisades se met en place, d'accord? On est au premier millénaire, il y a eu un schisme entre deux églises, ça va donner plus tard les orthodoxes et les catholiques, par exemple, bon, et les protestants plus tard. Donc, tu as les croisades au premier millénaire, mais à la fin des mascarades, à la fin de cette mascarade des croisades, il faut bien gérer. Donc, à un moment donné, il y a un holà qui est mis en place. Tu peux dire que Saint-Louis, peut-être, représente le holà de cette fin de cette imposture des croisades. Mais pour gérer cette mascarade, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les banques juives. C'est-à-dire que le magot, il faut bien le faire gérer. Et l'hypocrisie a consisté à dire, ben voilà, nous, en tant que chrétiens, on ne gère pas l'argent, on va le déplacer sur les juifs, finalement. Donc c'est très hypocrite. C'est que, en fait, les goïs ont une contrepartie matérialiste qu'ils ne veulent pas voir chez les juifs. Et en donnant progressivement de pouvoir aux juifs. C'est vrai qu'on reproche toujours à l'autre ses propres défauts, c'est vrai. C'est-à-dire que déjà, avant de dire c'est de la faute des juifs, même si la justice doit passer, que les gens qui ont fraudé dans un pays où il y a des lois, il faut effectivement que la justice passe, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi un comportement collectif induit qu'une sous-jacence pille les autres. C'est parce que les gens se complaisent dans une superficialité de plus en plus consumériste et pro-technologique et ne font pas l'effort de s'émanciper. Et j'ai expliqué ce que c'était, parce que c'est là qu'il faut faire le travail. On ne peut pas être comme Pierre Cousin, juste parler du matérialisme comme d'un produit immanent. Il faut expliquer chez l'être humain ce que ça veut dire, le matérialisme. Le matérialisme, c'est dans le rapport au père à la mère, comme un enfant que tu cantonnes dans la solitude avec un jouet plutôt que de t'en occuper, eh bien les gens préfèrent se complaire dans la consommation de l'objet de compensation, c'est-à-dire dans l'immaturité de l'objet matérialiste, au lieu de faire le travail de s'émanciper de leurs parents. Donc, ils se disent… Non, mais ça, par contre, ton approche, franchement, elle m'a beaucoup aidé pour moi. Là, j'en ai fait profiter aussi mon ami, etc. Donc, c'est-à-dire, au lieu de se défausser, faisons le travail des secrets de famille, pourquoi je souffre, pourquoi ceci, tu vois. Donc, tu te rends compte des implications. Tout le colonialisme et l'explication de ce que je te donne, c'est-à-dire qu'on va aller se déporter dans d'autres cultures pour prendre les ressources naturelles et créer des objets technologiques en se complaisant dans une immaturité technologique, finalement, sans faire le travail de s'émanciper de ça. Ça explique toutes les guerres de contamination et tous les conflits avec les autres groupes humains qui ne sont pas tout à fait sur le même point. Donc, quand je te dis que les Russes sont un peu moins matérialistes, ils sont quand même consuméristes de la même manière, mais ils n'en sont pas à financer des terroristes. Donc, en Syrie, ils sont colonialistes pour les ressources naturelles et ils sont confrontés à d'autres colons qui sont beaucoup plus hystériques et que les Occidentaux sont. Toute l'explication vient de là, si tu veux. Et à un moment donné, je peux te dire qu'il y a souvent un phénomène où tu as des juifs à qui on ne demande rien et les goïs en déshérence vont se balancer chez ces juifs. Ces juifs ont leur rapport au monde très matérialiste parce qu'il y a cette histoire de circoncision. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils ont toujours fait, ils ne peuvent pas faire autre chose, si tu veux. Donc ils identifient que si les goïs leur donnent les clés du pouvoir, c'est pour se dégrader, se déviriliser
en arrivant au niveau des Juifs, si tu veux. C'est qu'ils se disent, il y a eu une tentative d'émancipation chrétienne qui a échoué, et finalement, pour eux, la symbolique, c'est le Christ sur la croix, c'est-à-dire une tentative qui a échoué, et le type finit crucifié et meurt. Et ils ont l'impression que le christianisme, c'est ça. Au niveau collectif, c'est une fausse tentative d'émancipation qui renvoie les gens au judaïsme, puisque le Christ était juif au départ. Pour les juifs, c'est ça que c'est compris comme ça. Et pour la plupart des chrétiens, c'est comme ça qu'ils le perçoivent aussi, parce qu'ils restent dans l'aspect plan-plan du christianisme, d'un type qui a voulu chasser les marchands du temple, et que l'inconscient collectif a crucifié comme étant, en lui faisant assumer les travers de la société voyoucrate, et que Barabbas incarnait. Et les Romains s'en sont lavé les mains parce qu'ils avaient un aspect militaire martial qui induisait une voyoucratie matérialiste. C'est pour ça que le christianisme de type catholique était voué à l'échec s'il n'était pas capable de remettre en cause ce comportement. Oui, je suis d'accord. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la chute de la tentative d'émancipation chrétienne parce que les gens se sont complus progressivement. Au départ, pour les faux catholiques, dans la mortification, dans le fait de se complaire sur la croix, au lieu de rejeter cette croix et de s'en émanciper, ils se sont complus dans l'aspect mortifère qu'induit le christianisme tel qu'on l'a véhiculé. Et je peux te dire que ça, j'en suis sûr, parce que tu sais qu'à l'époque du Moyen-Âge, les nobles, ils n'étaient pas cons. Ils ont vu que les gens qui propageaient le christianisme propageaient en fait la soumission à la croix, c'est-à-dire la soumission de tout porter sur soi. Alors, ils se sont servis de ça, ils allaient piquer les dépouilles de ces gens qui faisaient cette propagande pour faire leur propagande chez eux et donc induire que les populations allaient se soumettre de la même manière que la version du Christ qui leur était proposée. C'est pour te dire à quel point ils manipulaient les gens sur le christianisme à l'époque déjà. Et donc, on pouvait déduire que le christianisme, dévoyé par les gens qui ont mal compris l'approche du Christ, allait induire une sous-version franc-maçonne qui allait reproduire les mêmes travers. Parce que tu remarqueras, les croisades, aujourd'hui, elles ne sont pas du tout arrêtées, elles sont continuées par les guerres colonialistes qu'on voit par exemple en Syrie. Ça n'est que la reproduction des croisades d'antan. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Et tu sais que ça va même plus loin, c'est qu'à l'époque du schisme, au premier millénaire entre deux églises, tu sais que tu as eu Constantinople d'un côté et Rome. Les croisades, très hypocrites, qu'est-ce qu'elles ont fait? À Jérusalem, il n'y avait pas assez de blé à tirer, elles se sont déportées contre Constantinople. Et Constantinople avait toujours résisté aux invasions arabes. Ce qui a détruit Constantinople, c'est la partie occidentale de l'Église. Or, il faut le savoir, les orthodoxes, ça donnera Constantinople, ça donnera les orthodoxes dans le temps. Donc aujourd'hui, l'antagonisme entre les Russes un peu plus virils qui n'en sont pas financés des terrorismes contre l'Occident qui finance des terrorismes, c'est que la sous-version de ce qu'on a vu dans les croisades. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La virilité de Constantinople par rapport à Rome, tu la retrouves dans la déportation qui donne les orthodoxes contre les occidentaux dans ces guerres de déportation colonialistes. Oui. Tu vois comme tout se recoupe et qu'on ne peut pas se planter quand on fait des analyses correctes? Oui, c'est vrai. Et je dis, donc, pour que ça change, il faut que les gens arrêtent de se complaire dans la société de consommation et dans le culte des technologies. Parce que si aujourd'hui on en arrive au puçage électronique, à cette société des crypto-monnaies immatures, gaucho-mondialistes, de gens qui se complaisent à vivre dans des systèmes gérés par des pédophiles et des banquiers, ou des groupes pharmaceutiques prédateurs qui créent des virus et qui créent des faux vaccins pour entuber les gens et faire de l'argent, on est dans des sociétés de l'imposture parce que les gens jouent dans le rôle de la façade et dans la soumission intergénérationnelle au lieu de faire le travail de s'émanciper de ça. Et c'est très dur parce que ça touche l'inconscient collectif. Les gens feront tout, en général, pour échapper au travail de la douleur des secrets de famille. Et donc, ils se complaisent comme les Juifs dans la circoncision, se complaisent dans une société matérialiste d'acceptation, de soumission par rapport aux anciennes générations. Ouais, et c'est vrai, parce que tu vois, tout ça, alors, moi, on a, dans mon entourage, j'ai des personnes extraordinaires qui ont permis, c'est leur métier, qui font ce travail de soulagement des boulets que peuvent représenter certains secrets de famille. Toi, tu as une vidéo qui est extraordinaire, mais je crois qu'il faudrait que tu la remettes en avant, tout ça, pour comment on travaille les secrets de famille avec les albums de photos, etc., etc. Donc ça, c'est OK, ça, c'est ta méthode. Maintenant, il y a d'autres personnes qui font ça. Et je suis passé par elle et mon ami pareil aussi, et ça nous a vraiment émancipé, je pense, émancipé, et donc du coup on est moins
tenter de consommer ou de se complaire dans ça. Et c'est pour ça que pendant 2 ans, je buvais tes vidéos parce que ça correspondait à ce besoin et à cette compréhension que c'est d'abord par le travail qu'on fait en soi qu'on arrive à s'élever. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain. Et de faire le parallèle entre le travail qu'on doit faire soi-même pour s'émanciper et le travail que les peuples doivent faire pour eux s'émanciper, et ne pas se complaire dans le culte de la science et ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est vraiment ça. Quoi. Philippe, donc, si j'ai une seule vidéo à te conseiller, je te dis le titre, c'est après la PMA et la GPA, la procréation artificielle et le contrôle des naissances. S'il y a une seule vidéo... le lien. Attends, tu peux m'envoyer le lien parce que j'ai pas compris là. C'est une vidéo qui va te plaire, tu vas voir que celle-là, elle réveille les gens. Vas-y, dis-moi, enfin, redis-moi ou envoie-moi le lien plutôt, s'il te plaît. Je vais te faire les deux. Après la PMA et la GPA, la procréation artificielle et le contrôle des naissances. Oui, contrôle des naissances, ok, je note. Et puis, tu sais, j'ai toujours pas retrouvé celle une excellente vidéo dans laquelle tu faisais le parallèle, tu sais, avec Pinocchio, dont on avait changé dont les Américains avaient changé l'habit, tu vois, Pinocchio. Oui, pour faire passer les Allemands pour des gens immatures, alors que finalement, ils se sont débarrassés des Allemands parce qu'ils étaient matures et qu'ils empêchaient l'immaturité de la société de construction américaine de se propager. Comment elle s'appelle ? Ouais. Oui, bien sûr. Ils ont mis... Alors, comment elle s'appelle cette vidéo ? Tu tapes Walt Disney, Pizzagate ou Pinocchio et tu trouveras sur ma chaîne. Non, je l'ai pas retrouvée celle-là. Ils ont mis sur Pinocchio des habits allemands, bon, parce qu'on peut toujours dire que les origines c'est italien, allemand dans le conte, mais ils ont surtout mis ça en place pour maquiller qu'ils se sont débarrassés des Allemands et des Italiens qui étaient plus matures pour y substituer une économie de mafieux immatures américains finalement. C'est vachement bien. J'ai trouvé cette vidéo extraordinaire. Ouais. Tu sais que ils ont la maman, la famille. Ouais. À ce moment-là de la vie. Boris ? Oui. Allô ? Oui, je t'entends. Ouais. Est-ce qu'on peut arrêter là, Boris, parce que ça cause de l'autre côté, puis je suis obligé d'arrêter un peu. Ok, non, il n'y a pas de souci. Je t'envoie le lien de cette vidéo après la PMA, la GPA, la naissance artificielle et le contrôle des naissances. Celle-là, je pense qu'il faut la regarder, même si l'image n'est pas toujours terrible. Tu vas voir que ça en dit long. Ça en dit très long. D'accord. On fait ça. Ça marche? Bon, je te remercie du temps accordé. Est-ce que j'ai été plus clair cette fois? Est-ce que tu as compris à peu près? Oui, et puis après, on reparlera de ce que tu as échangé avec Thierry. Oui, je vais essayer de la mettre en ligne, cette vidéo. Est-ce que j'ai été assez clair cette fois-ci? Ah, complètement. Moi, à chaque fois, je suis toujours d'accord avec ça. Hein. Ah, c'est d'accord. Ah ouais, franchement. Bon, merci, Boris. Oui, je te souhaite une bonne soirée, puis bon appétit si tu n'as pas encore mangé. Oui, voilà, c'est ça. On y va. Allez, salut. À bientôt. Ouais, salut, bye.